Bien, merci à vous, mesdames, messieurs les parlementaires, mesdames, messieurs les élus, madame la présidente de la CNIL, madame la présidente de l'INCa, monsieur le président de la société Amgen, monsieur le directeur général adjoint du Génopôle, mesdames, messieurs. C'est un moment important, je sais qu'il a été préparé de longue date que ce colloque, et évidemment j'adresse mes vœux de rapide rétablissement à Pierre Tambourin, qui a tellement travaillé pour faire en sorte que cette réunion puisse se tenir. Et le public que vous avez réuni, qui a été réuni pour ce colloque, est bien la preuve que la médecine n'est plus uniquement une affaire de médecins, même si elle reste, évidemment, principalement une affaire de médecins, mais pas uniquement, professionnels de santé de façon générale, mais elle implique de plus en plus les institutionnels, les industriels, les biologistes, des entrepreneurs, des scientifiques, bien sûr, qui tous sont acteurs de cette médecine du futur sur laquelle nous nous interrogeons. Et nous nous demandons, au fond, à quoi va ressembler cette médecine du futur. Assurément à rien de ce que nous avons pu connaître par le passé, ce qui, d'ailleurs, peut être troublant, préoccupant, puisque les manières de consulter, de soigner, de guérir, d'accompagner évoluent. La médecine du futur, elle s'appuiera de plus en plus sur l'informatique, sur les technologies numériques. Elle évoluera grâce aux biotechnologies, aux nanotechnologies. Et sans doute vivons-nous une période particulièrement exaltante où, à un rythme assez rapide, on voit changer le champ des possibles. Beaucoup de choses vont assurément changer. La première d'entre elles, c'est la place du patient. Jusqu'à maintenant, le patient, ou jusqu'à il y a peu, nous vivons une période de transition, le patient écoutait et recevait son traitement. Il va de plus en plus devenir un acteur à part entière de sa santé, planifier ses traitements grâce à des objets connectés. Il pourra, grâce à des lentilles de contact, suivre son diabète. Il se verra implanter des dispositifs médicaux qui lui permettront d'être plus autonome. Et non seulement le patient sera un acteur de sa santé, mais la médecine devra s'adapter à lui. Et c'est assurément tout le défi de la médecine personnalisée, terme très général dont on ne sait pas toujours exactement d'ailleurs ce qu'il recouvre, mais dont on imagine bien que la personnalisation des traitements doit permettre, en tout cas, d'ouvrir des perspectives aujourd'hui inconnues, d'éviter des effets secondaires, des complications, en tenant compte des spécificités du patient, de sa maladie ou de ses pathologies. La France est aujourd'hui à la pointe de cette médecine personnalisée qui occupe les chercheurs, les médecins, les professionnels du monde entier, en tout cas dans les pays développés. De nouvelles innovations, certaines spectaculaires, arrivent sur le marché ou seront sur le marché dans un délai extrêmement proche. J'ai organisé, en lien avec le ministère de l'économie la semaine dernière, une rencontre sur le digital qui a permis de montrer différentes innovations, certaines de vie quotidienne, certaines qui ne changeront pas nécessairement, ne bouleverseront pas nécessairement la relation du patient à sa pathologie et aux professionnels de santé, d'autres qui sont spectaculaires. Je pense par exemple à tout ce qui se fait dans le domaine de l'imagerie 3D combinée à des robots et qui permettent désormais aux chirurgiens de personnaliser effectivement le déroulement d'une intervention en fonction de ce qu'ils découvrent pratiquement en temps réel. C'est ce qui m'a été montré, ça fait partie des choses qui m'ont été montrées la semaine dernière et certains de ces robots fonctionnent déjà. Parce qu'elle permet des traitements plus efficaces, le développement de la médecine personnalisée est un enjeu majeur. Et j'ai donc fait le choix de soutenir et d'accompagner ces perspectives. L'enjeu, pour moi, pour nous tous, c'est d'innover pour améliorer le bien-être des patients.
Dans le cadre du projet de loi de modernisation de notre système de santé, qui devrait connaître un épilogue rapidement maintenant, j'ai pris des mesures ou j'ai proposé des dispositions qui vont faire tomber des barrières administratives et permettre d'accélérer le développement des médicaments de thérapie innovantes. Avec la mise en place de ce qu'on appelle la convention unique entre industriels et établissements hospitaliers, j'ai également réduit les délais qui permettent le démarrage concret d'un essai sur le médicament. Les résultats sont là. Lorsque j'ai pris mes responsabilités en 2012, il fallait 120 jours en moyenne pour mettre en place, à partir de la première demande, mettre en place concrètement l'essai. Aujourd'hui, 50 jours en moyenne sont nécessaires, donc c'est une réduction très, très importante qu'il faut amplifier, mais encore une fois, un grand chemin a déjà été parcouru. L'engagement pour l'innovation, celui que je porte, il est non seulement administratif, il est aussi financier. Le soutien de l'État à l'innovation en santé a été sensiblement renforcé. Ce sont 33 millions d'euros qui ont été dégagés dans le cadre du programme d'investissement d'avenir pour la recherche hospitalo-universitaire. Dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016, qui vient d'être adoptée, ce sont 6 milliards d'euros qui ont été inscrits. Et j'ai annoncé il y a quelques semaines la création d'un fonds pour accompagner directement les jeunes pousses industrielles, les start-up, au moment où elles s'engagent dans ce que l'on appelle maintenant la vallée de la mort et faire en sorte que leur développement soit consolidé. Ce fonds est d'emblée doté de 100 millions d'euros. C'est une première mise. S'il est nécessaire d'aller au-delà, nous le ferons. Nous avons par ailleurs, avec Emmanuel Macron et Thierry Mandon, lancé il y a 2 semaines les travaux sur la médecine du futur qui porteront en particulier sur la médecine personnalisée. Le comité de pilotage mis en place est présidé par André Sirota, l'ancien président de l'INSERM, et Olivier Charmeil, le président directeur général de Sanofi Pasteur. Ce comité réunit 28 personnalités issues du monde académique, industriel et associatif. Il a pour mission d'établir une feuille de route d'ici la fin du premier trimestre de l'année 2016 qui doit nous permettre d'enclencher les travaux. À partir de là, nous pourrons avancer à une vitesse que j'espère être très rapide, à vitesse grand V, parce que nous ne devons pas perdre de temps. La France a une certaine avance. Il s'agit de faire en sorte que cette avance, là où elle existe, soit confortée. Le Premier ministre a également confié au président d'Avicen la mission d'établir des recommandations pour permettre à la France d'introduire le séquençage du génome entier dans la pratique médicale habituelle, au même titre que l'IRM ou le scanner. Ces recommandations doivent être remises dans les prochaines semaines et là encore, nous pourrons en tirer un certain nombre d'enseignements et de décisions concrètes. Ce soutien majeur, donc, au développement de la médecine personnalisée, il me paraît nécessaire de l'accompagner d'une réflexion sur le sens de ces évolutions, évolutions qui sont même des révolutions à bien des égards. Pourquoi ? Parce que nous devons nous interroger sur les règles qui vont encadrer le développement de cette médecine personnalisée si nous voulons apporter aux patients toutes les garanties auxquelles il est en droit de prétendre pour son bien-être, mais aussi pour le respect d'un certain nombre de critères de sa vie privée. 2 enjeux me semblent posés, l'un de nature sociale, l'autre éthique. L'innovation en santé ne doit avoir qu'un seul objectif, soigner avec plus d'efficacité le plus grand nombre de nos concitoyens ou des patients. L'innovation, il doit être absolument clair qu'elle profite ou qu'elle doit profiter à tous, en tout cas à tous ceux qui en ont besoin. Il n'est pas question, il ne serait pas admissible de faire évoluer le système de santé français vers un système dans lequel l'innovation serait un luxe réservé à quelques privilégiés. Certains d'entre vous ont sans doute lu avec intérêt, attention, l'étude de l'OCDE qui a été publiée il y a quelques semaines maintenant
et qui caractérise les différents systèmes de santé des pays membres de l'OCDE. Et ce qui est dit sur la France, c'est que ce qui caractérise la France est qu'au-delà de l'excellence et de la qualité du système de santé, qui sont indéniables, que nous cherchons à améliorer jour après jour, et c'est bien de cela qu'il s'agit avec la médecine personnalisée, c'est qu'au-delà de cette excellence, ce qui caractérise notre système, c'est qu'elle est accessible, cette excellence, à l'ensemble de ceux qui en ont besoin. Et nous l'avons vu, pour ce qui est des médicaments, il y a peu encore, à travers le médicament permettant de soigner l'hépatite C. J'ai reçu, il y a quelques jours, le président d'un grand groupe industriel américain du médicament, qui m'a dit avoir choisi d'implanter un centre de recherche en France pour ces raisons notamment, raisons qui ne sont évidemment pas totalement désintéressées, puisque l'accès de tous aux traitements innovants, ça veut dire évidemment la solvabilisation des traitements par la sécurité sociale. Mais dès lors, nous devons réfléchir à la manière de garantir cela pour les traitements médicamenteux ou autres, pour l'ensemble de ce qui sera donc la médecine personnalisée. Le dispositif d'autorisation temporaire d'utilisation des médicaments innovants permet de mettre à disposition des patients, lorsque c'est nécessaire, des traitements en quelques jours seulement. L'ATU est sans doute un dispositif pionnier au niveau mondial et l'ensemble des pays développés nous envie ce dispositif. C'est grâce à cette autorisation temporaire d'utilisation, par exemple, que la France est aujourd'hui le premier pays européen à ouvrir le Truvada en pré-exposition et le premier pays au monde, d'ailleurs, à le proposer avec un remboursement à 100% par la sécurité sociale. Permettre à tous d'accéder à l'innovation, ça veut donc dire conforter ces systèmes d'accès aux produits et aux traitements innovants. Ça veut dire aussi diffuser l'information. Chacun doit avoir le droit de connaître l'innovation, les innovations, ce qu'elles représentent, ce qu'elles sont susceptibles de changer pour leur santé. Et je souhaite aussi que les patients soient amenés à s'interroger sur la manière dont ces nouveaux traitements, échéances prévisibles, vont pouvoir s'intégrer dans leur vie quotidienne. J'ai donc décidé, pour faciliter la connaissance de l'innovation en santé dans notre pays, j'ai décidé d'organiser une journée nationale de l'innovation en santé qui se tiendra chaque année. La première édition aura lieu à partir du 23 janvier prochain à la Cité des Sciences et de l'Industrie. Je souhaite que ce soit un moment de rencontre et d'échange. Donc ça, c'est le premier défi auquel nous devons réfléchir, défi social, sur la manière de garantir l'accès de tous à ces nouveaux traitements, ces nouveaux dispositifs médicaux, ces nouvelles perspectives. Le second défi, c'est celui de l'éthique. Parce que faciliter l'accès au séquençage complet est, par exemple, une avancée assurément majeure, avancée scientifique majeure. Cela permettra d'identifier une mutation, un gène impliqué dans une maladie, d'évaluer les prédispositions génétiques d'une personne pour certaines maladies. Mais jusqu'où sommes-nous prêts à aller ? Et sommes-nous tous prêts à la même chose ? Au-delà de la question du consentement et de l'utilisation des données, parce que sous prétexte de l'open data et dans la loi de modernisation du système de santé, on ouvre les données de santé de façon tout à fait importante, mais ça n'est pas parce qu'on ouvre les données de santé qu'on ne doit pas apporter toutes les garanties de protection en termes de vie privée notamment. Donc, au-delà de ces questions, utilisation des données, consentement, nous devons réfléchir à la question du droit au savoir et du besoin de savoir. Veut-on réellement savoir dans le détail ce que sera notre avenir médical ? Certaines personnes sont-elles mieux disposées que d'autres à connaître leur génome ? Un médecin doit-il alerter son patient s'il détecte une anomalie susceptible de développer une maladie dans 15 ou 20 ans ? Cette réflexion, elle doit avoir lieu et elle est évidemment tout sauf simple. Je saisirai prochainement le Comité consultatif national d'éthique pour que cette réflexion complète, participative, aussi sereine que possible, puisse être organisée.
Mesdames, Messieurs, l'innovation en santé est une chance formidable pour notre pays, qui est assurément à la pointe de cette modernité. Notre pays a besoin de débats, de moments de réflexion sur l'avenir de la médecine. Génopôle, formidable biocluster dédié aux sciences de la vie, et Amgen, à la pointe de l'innovation biotechnologique, se sont associés, une fois de plus, pour rassembler ceux qui ont à cœur de soutenir ce mouvement, et je les en remercie. Le mouvement est lancé, il ne s'arrêtera pas, il nous faut collectivement réfléchir à toutes ces implications, à la fois pour l'organisation du système de santé, pour la soutenabilité de nos modèles de protection sociale, pour les évolutions que cela apporte dans les relations des professionnels avec leurs malades et entre les professionnels eux-mêmes. Ce sont des moments passionnants, des moments qui peuvent être bouleversants au sens strict, inquiétants pour certains, mais nous devons nous donner les moyens de saisir cette chance formidable pour tous nos concitoyens. Merci à vous. Merci beaucoup.